paysages désertiques, des rivières, des canaux, des réservoirs quasiment vides. Depuis 4 ans, la sécheresse sévit sur tout l'État de Californie. Il y a 10 ans, Jerry Brown, le gouverneur de Californie, se promenait encore dans les montagnes enneigées de la Sierra Nevada, l'unique source d'eau de l'État. Aujourd'hui, à la même saison, le paysage n'est plus le même, la neige a fondu. Nous vivons un moment de sécheresse historique, et cela demande des choix sans précédent. C'est pour cette raison que j'ai mandaté une réduction importante de la consommation d'eau dans tout l'État. Tous les Californiens doivent s'unir pour économiser l'eau par n'importe quel moyen. Les premières victimes sont les agriculteurs. La grande majorité de l'eau leur est destinée car ils produisent 60% des fruits et légumes de tout le pays. Les champs s'étalent dans la Central Valley, un territoire équivalent à 1/5 de l'Allemagne. S'il n'y a plus d'eau dans les montagnes de la Sierra Nevada pour remplir les canaux, les agriculteurs doivent en acheter aux États du Nord, comme l'Oregon. La précieuse ressource est alors acheminée via le réseau de canaux le plus dense du monde. Joe Del Bosque possède 800 hectares de melons, d'asperges, de tomates, d'amandes et de pistaches. Il y a quelques mois, sur ce canal, il a présenté au président Barack Obama les conséquences de la sécheresse sur ces terres. Cette eau vient du Grand Canal et elle est ensuite utilisée dans les champs. C'est de l'eau que nous avons achetée l'année dernière et elle est vraiment très chère. Nous arrivons à un stade où nous ne pouvons plus planter certaines cultures car elles sont trop consommatrices en eau. Joe Del Bosque n'est pas n'importe quel agriculteur. Il utilise les systèmes les plus innovants pour irriguer ses champs, comme ce système de micro-irrigation. Ce trou ici, c'est un système de goutte à goutte. À l'intérieur, là, ici, il y a un appareil qui mesure l'eau qui sort de l'orifice très précisément. On est ainsi capable d'économiser l'eau parce qu'on ne fait pas comme il y a 30 ans en irriguant à grand flot la surface de la terre. Cela a permis d'économiser 25 à 30% d'eau. Mais ils ne sont qu'une poignée d'agriculteurs à s'être dotés d'un tel système, car il est cher et 70% des cultures ne sont pas adaptées à ce type d'irrigation. La plupart des agriculteurs continuent donc d'irriguer leurs cultures à grandes eaux. Cette eau n'est absorbée qu'aux 2/3 par la plante, le reste s'infiltre dans le sol. Résultat, il y aurait dans la région chaque année 1100 milliards de litres d'eau gaspillés. Comment pourrait-on alors récupérer cette eau d'irrigation perdue? C'est la question à laquelle Bruce Marlowe est en train d'apporter une réponse à bord de son avion. C'est très sec ici, comme vous pouvez le voir. On dirait qu'il y a eu une tempête de sable. Cet ancien ingénieur dans le nucléaire, aujourd'hui à la retraite, investit dans les sociétés d'avenir. L'idée, c'est de prendre de l'eau, de la réutiliser pour faire pousser les cultures et la recycler de manière durable. Peu importe qu'il y ait une sécheresse, on arrivera à trouver de grandes quantités d'eau pour irriguer les cultures dans la Central Valley. Il se rend sur une zone de 6000 hectares appartenant à l'État et transformée en un laboratoire d'études de l'eau destiné à l'agriculture. Hey Betty, good to see you. Nice to see you. Betty Lindemann travaille pour l'État de Californie. Elle est en charge de cet énorme laboratoire. Sur un de ses champs, elle a installé un nouveau système pour récupérer l'eau excédentaire qui n'a pas été absorbée par les plantes. Nous sommes en train de commencer de nouvelles cultures. On utilise l'eau douce du canal, c'est de l'eau douce et propre. L'eau va pénétrer le sol et ce qui n'aura pas été absorbé par les racines sera récupéré dans ce tuyau. En redescendant, l'eau va transporter avec elle des éléments naturels comme du sélénium, du sel et du bore.
Sélénium, sel et bore, autant de minéraux qui en trop grande quantité rendent l'eau inutilisable. Allez, prenons un échantillon pour voir comment cela se passe aujourd'hui. Si le système de Betty Lindemann permet de récupérer l'eau gaspillée, comment la traiter pour la remettre dans le circuit et l'utiliser à nouveau pour irriguer les cultures? C'est justement tout le principe de l'innovation de Bruce Marlow. Au milieu du désert, il expérimente avec son associé Aaron Mandel une solution d'avenir. On a commencé avec une installation pilote pour montrer que l'on pouvait bel et bien créer un système de dessalement en utilisant une énergie durable, celle du soleil, qui permet de transformer de l'eau de mer en eau douce. Le pari est réussi. Ils ont généré 265 000 litres d'eau douce par jour grâce à la distillation. La chaleur vient des panneaux solaires, puis on l'emmène dans cette unité. C'est une pompe à chaleur qui transforme l'énergie générée par le soleil en vapeur. Cette vapeur servira au processus de distillation. Comment ça marche? Distiller l'eau salée, cela consiste à faire s'évaporer l'eau en utilisant la chaleur des rayons solaires. Seules les molécules d'eau s'échappent, laissant en dépôt les sels dissous et toutes les autres substances contenues dans cette eau. La vapeur d'eau se condense alors sur la paroi froide et redevient liquide. On obtient ainsi une eau débarrassée du sel. Donc on commence avec ça, et on finit avec ça, et de l'eau douce. On retire 95% d'eau douce, et les 5% restants, c'est du sel. Et si vous regardez ce sel, parce que sel est un terme générique, ici vous avez plein d'éléments qui peuvent être vendus comme du sodium, du chlorure. Il y a du métal comme le sélénium ou le bore. Tout cela peut être récupéré. Cela représente une vraie valeur ajoutée lorsque nous récupérons ce sel dans cette eau d'irrigation. Bruce Marlow et Aaron Mandel sont sur le point de construire la plus grande usine de désalinisation des États-Unis qui fonctionne grâce au solaire avec 35 panneaux supplémentaires. Hey Joe, how you doing? Good, how you doing? Good to see you today, man. Joe Del Bosque, notre agriculteur en manque d'eau, fait partie des investisseurs. Il croit dans ce recyclage. On n'a pas réussi à trouver de l'eau pour l'année prochaine. C'est la première année que ça nous arrive. Nous n'avons même pas assez d'eau pour les arbres. Comme tu le sais, on est sur le point d'obtenir nos permis environnementaux, et nous avons nos financements. On pourra commencer à construire notre centrale au printemps prochain. Et dès le début de l'automne, on commencera à distiller de l'eau. Mais les agriculteurs ne sont pas les seuls à manquer d'eau. En Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, les habitants, eux aussi, commencent à ressentir la pénurie. Alors, les Américains se tournent vers une autre source d'eau salée à traiter, la mer. À Los Angeles, une usine de désalinisation ouvrira ses vannes dans quelques mois. Elle fonctionnera grâce à un principe de filtration et de désinfection. Un système efficace, mais très coûteux. John Webley, un investisseur, assure qu'il est possible de dessaler cette eau à moindre coût. Pour la filtrer, il utilise des membranes en forme de paille. Comment ça se passe avec la membrane aujourd'hui? Ça se passe bien? Qu'est-ce que vous tissez en ce moment? Jusque-là, rien de nouveau. Les usines de désalinisation classiques utilisent également cette technique de filtration. Mais, problème, elle est onéreuse. Ce procédé consiste à appliquer à l'eau salée une pression suffisante pour la filtrer à travers une membrane semi-perméable qui ne laisse passer que les molécules d'eau, fournissant ainsi une eau douce potable. Mais pour exercer cette pression sur l'eau, on utilise une grande quantité d'énergie. L'eau douce ainsi obtenue est 2 fois plus chère qu'une eau de source normale. Pour réduire les coûts, John Webley utilise ce qu'il appelle une solution aspirante, conçue pour attirer à elle les molécules d'eau. La recette de cette solution est tenue secrète. Chut. Mais grâce à ce procédé, plus besoin d'exercer de pression pour filtrer l'eau.
À l'intérieur de ce tuyau, nous avons des millions et des millions de petites pailles qui ressemblent à des cheveux humains, mais qui sont en fait des membranes à fibres creuses. Donc on amène par là l'eau à filtrer. Cela peut être de l'eau de mer, des eaux usagées, de l'eau rejetée par les mines ou les usines. On la mélange avec notre solution aspirante qui attire l'eau à travers les membranes. À la fin, l'eau diluée et la solution aspirante ressortent par là. Pour séparer l'eau dessalée et la solution aspirante, il suffit de les chauffer. Voici par exemple une des solutions aspirantes qui contient aussi de l'eau. Vous pouvez voir le jaune au fond et au-dessus de l'eau douce. Les deux restent complètement séparés. L'eau du dessus est potable. Nous faisons en permanence toutes sortes de tests et nous en avons là des centaines. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous essayons constamment d'avoir la température de séparation la plus basse possible. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 65 degrés, nous voulons descendre à 45. L'objectif de l'investisseur est de pouvoir utiliser l'énergie solaire. Pour cela, il doit réduire la température de séparation au maximum. John Webley a déjà vendu 2 usines au Moyen-Orient et espère bientôt s'implanter en Californie. Et voilà, l'eau obtenue grâce à notre système. Vous voulez que je goûte? À la vôtre. Vraiment, c'est bon. Ça a le goût de l'eau. Mais ces nouvelles technologies ne seront pas suffisantes sans une prise de conscience individuelle et collective. À San Francisco, des conseillers comme Suzanne Tensfeld sensibilisent les habitants pour qu'ils économisent l'eau. Ding dong! Hi, my name is Sue Tensfeld. Voilà, donc, nous sommes dans la cuisine. Votre robinet a l'air très moderne. On va tester son efficacité grâce à ce sac, un peu à l'ancienne. Je dois le placer sous le robinet, ouvrir l'eau et compter jusqu'à 5. Cela nous permettra de savoir si vous avez un robinet efficace ou non. 1, 2, 3, 4, 5. On peut voir que vous êtes juste en dessous de l'efficacité acceptable. Tout va bien. La visite continue dans le reste de la maison. Ce genre d'inspection a un véritable impact sur le comportement et sur la consommation de l'eau en ville. Depuis le mois d'avril et la déclaration de notre gouverneur, San Francisco a réussi à réduire sa consommation de 14%. Donc on se débrouille bien. Je pense que les habitants de San Francisco ont une sensibilité écologique et sont conscients de leur environnement. Ils savent que les ressources sont précieuses. Je pense que nous avons tous notre part de responsabilité. Si vous allez faire un tour en voiture dans notre parc et que vous regardez le réservoir, vous verrez que la situation est catastrophique. Cela me paraît facile de changer des petites habitudes dans sa vie, comme par exemple d'utiliser un robinet économique. Avec les changements climatiques, il y aura de plus en plus de zones arides dans le monde et il y aura de plus en plus d'habitants qui auront besoin d'eau. L'innovation est une solution, mais elle n'est rien sans un comportement responsable. Il faudra apprendre à économiser les ressources, car c'est avec de petits cours d'eau que l'on fait de grandes rivières.